Научно-практическата конференция на тема «Зеления двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство» на Франсуаз Долто представи на аудиторията редкия шанс да се срещнат с последователи на Франсуаз Долто, а именно доктор Мириам Сегер и Мари Кристин Лазник. Доктор Сегер работи като детски психиатър и психоаналитик на бебета и техните родители, преподавател в университета Рене Декарт, кавалер на ордена на почетния легион, известна с концепцията си за ранно детство. Avant tout, c'est d'être rassuré et d'être entendu. Le problème, c'est avec les bébés qui ne maîtrisent pas encore le langage articulé. Parfois, c'est assez compliqué de savoir ce qu'ils veulent. Ils ont différentes façons de s'exprimer, et souvent par leur corps, par des comportements, par la façon dont ils grandissent, la façon dont ils se comportent, mais aussi par leur faculté de développer des symptômes, qu'ils soient des symptômes psychiques ou des symptômes physiques, qui sont toujours les signes d'une souffrance de corps et d'âme. Et c'est là que ça devient plus difficile de comprendre le sens, car le symptôme ne dit pas tout. Les symptômes montrent quelque chose. À nous d'essayer de comprendre ce qui se passe et ce qu'ils nous demandent vraiment. Est-ce que les parents, dans leur majorité, connaissent ce qu'ils veulent les enfants? Est-ce que ce n'est pas une chose tout à fait naturelle, irrationnelle, intuitive même? Oui, je pense que bien sûr, en tant que parents, nous avons comme ça une certaine capacité de parenting, comme on dit, mais la culture n'aide pas, notre culture n'aide pas. Et très souvent, ce savoir que nous avons, cette possibilité que nous avons d'empathie et de compréhension de nos enfants, elle est perturbée, en particulier par la médicalisation autour de la naissance, qui dépossède les femmes d'un savoir sur elles-mêmes et sur leur faculté à être mères, au profit d'une grande confiance dans la médicalisation, dans la professionnalisation de la prise en charge de la naissance, et qui entraîne chez les femmes une forme de manque de confiance en elles, d'insécurité. Elles savent plus ce qu'elles doivent faire. Autrefois, elles étaient entourées par les familles qui pouvaient transmettre de génération en génération un certain savoir. Maintenant, elles sont relativement isolées dans les villes, en tout cas, et souvent en détresse. Comment limiter les traumatismes dans la petite enfance? Comment un parent peut savoir qu'une chose traumatise en fait son enfant, et ce n'est pas juste une pleure, mais c'est une démonstration de quelque chose de plus profond. Écoutez, c'est comme pour tous les enfants, hein, et même pour les adultes, il faut donner à l'enfant la possibilité de penser ce qui lui arrive. Et pour ça, il faut lui fournir les mots, les paroles, qui vont lui permettre de donner du sens à ce qui se passe. Et ainsi, en pensant, il peut mieux maîtriser. Peut mieux se maîtriser, se comprendre dans le monde qui est le sien. Donc, par exemple, si un enfant est séparé de son parent d'une façon difficile pour lui, eh bien, il est important de lui expliquer pourquoi. Qu'il va être séparé, pourquoi, pour quelles raisons, pour combien de temps. De façon à ce que l'enfant ne soit pas projeté dans quelque chose de « si on me laisse tomber, c'est que je suis mauvais » et pouvoir engager quelque chose de très destructeur narcissiquement, même voire de dépressiogène. On dit souvent « oh, c'est un enfant très difficile ». Est-ce que c'est vraiment le cas ou c'est plutôt les parents qui sont difficiles mais qui ne se rendent pas compte? Avant de dire qu'on a un enfant difficile, il faut se poser la question de savoir si on n'a pas un enfant en souffrance. Et si l'enfant est en souffrance, d'où vient cette souffrance? Elle peut provenir des parents, mais pas obligatoirement. En tout cas, il faut se poser la question et chercher, et essayer de comprendre.
Vous devez donner votre conseil, un seul conseil aux jeunes spécialistes qui veulent travailler pendant leur carrière avec les enfants. C'est d'anticiper tous leurs gestes par la parole. Même les plus simples, je vais te donner ton bain, mais en allant jusqu'à on va t'opérer, ou bien en expliquant pourquoi, quand, pour combien de temps, qu'est-ce que ça implique comme séparation ou pas avec les parents, à quel moment ils vont les retrouver. Pouvoir travailler avec les mots. Pouvoir travailler en considérant que l'enfant est un sujet actif dans sa vie et qu'il a besoin de tout ça pour se situer, car c'est un être de langage et que sa disposition au langage est là dès avant la naissance et que c'est pas parce qu'il est petit et qu'il ne le maîtrise pas encore sur le plan de l'articulation qu'il n'est pas pris dedans. Мари-Кристин Лазник е психоаналитик, членува в Международна лаканианска асоциация, работи много в сферата на ранния аутизъм. Съосновател е на Асоциация на практикуващи специалисти в полето на аутизма. Мадам Лазник, comment être un bon parent? Freud disait qu'il y avait 3 métiers impossibles, où on se trompait toujours. Psychanalyste, éducateur et parent. C'est sûr qu'on sera nécessairement un parent pas tout à fait bon. Et Winnicott, le grand pédiatre anglais, disait qu'il fallait qu'une mère soit good enough, assez bonne, pas complètement bonne. Parce qu'une mère complètement bonne, l'enfant ne saura même pas comment se séparer d'elle. Et quelque chose que je peux dire à votre génération, c'est que les erreurs que nous, la génération de vos parents, la mienne a fait, vous ferez peut-être pas les mêmes, mais vous en ferez d'autres. Déjà, ça rend modeste. On va tous se tromper. Bien sûr, en tant que parent, on peut se renseigner. On peut être au courant de ce qui se pense actuellement dans le monde. Par exemple, les tétines. Il y a une époque où c'était considéré comme pas bien élevé d'avoir une tétine. Les recherches en gastropédiatrie ont montré que les bébés ont besoin de tétines pour pouvoir avoir un bon péristaltisme. Donc c'est important que les éducateurs et les parents soient au courant. Pourquoi pas priver un bébé de son pouce, de sa tétine? Il a besoin de ça. Donc ça, c'est des renseignements. Mais savoir que de toute façon, on se trompera. De toute façon, il y aura des choses qui n'iront pas et que si notre enfant va bien, à l'âge adulte, il nous fera des reproches. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante que chaque parent doit apprendre? Probablement déjà de ne pas accepter qu'on le sépare de son enfant. J'ai entendu dire qu'il y a des hospitalisations encore où la mère n'est pas avec l'enfant. Et ça, c'est quelque chose de très dommageable et je crois que la société civile devrait se battre pour que ce type de séparation, quelqu'un de la famille, c'est peut-être pas la mère, ça peut être le père, mais que quelqu'un soit avec le bébé. Donc qu'on fasse très attention aux séparations et quand d'autres séparations sont nécessaires, qu'on prépare beaucoup l'enfant. Comment va se passer cette séparation? Et par exemple, quelquefois, quand les enfants sont avec les grands-parents petits et pleurent, on essaye de les distraire pour pas qu'ils pleurent. Au lieu de dire, mais on va regarder la photo de maman, tu es triste parce que maman est pas là, mais elle va revenir dans 5 dodos. Et on peut faire, pour des enfants même de 2 ans, un petit dessin avec les lits, les nuits où la maman ne sera pas là et le jour où elle revient. Aider l'enfant à penser la séparation. C'est sûrement quelque chose d'important. Je crois qu'il y a beaucoup de recherches actuelles que les médecins devraient diffuser, les pédiatres devraient diffuser par les médias dans la population et pour mettre au courant les gens de la nécessité pour un bébé de savoir quand il va retrouver ses parents, d'éviter les séparations inutiles, les besoins d'un enfant par exemple de téter une tétine, pas nécessairement que pour manger.
Ce sont des renseignements que les pédiatres ont à donner. Un travail en direction de la population, en direction par la télévision, la radio. C'est important qu'il y ait des programmes comme ça. Et je voulais rajouter quand même quelque chose à la question que vous avez posée, très jolie à Myriam, que veut un bébé? Je crois que tout ce qu'elle a dit est formidable. Je rajouterais que les bébés veulent qu'on joue avec eux. Ils veulent interagir dès le jour de leur naissance. Et ça, ce sont des recherches très récentes qui datent des 20 dernières années, qui ont été faites par les spécialistes du développement. Et le plus important de tout, c'est Colwyn Trevarton. Ce n'est pas un psychanalyste, c'est un développementaliste. Il vit en Écosse. Il est publié en anglais énormément. Combien les bébés sont intéressés par l'interaction, combien ça les intéresse qu'on fasse attention quand on parle avec eux à la musicalité de notre voix, combien ils veulent qu'on écoute, qu'ils répondent. Et ça, ce sont des recherches récentes. Ça s'appelle la psycholinguistique. Trevarton ou Daniel Stern ont été les grands maîtres. Et je crois que ce serait bien de le diffuser de façon simple à la population. Quelle est l'importance des limites et quelles sont les conséquences des limites? Alors, effectivement, si on parle du bébé d'1 an, allez, parce qu'un tout petit bébé, on ne lui met pas des limites. Mais 1 an, les enfants vont à 4 pattes et vont vers les fils électriques des computers, des ordinateurs. Il y a 2 solutions. Soit on retire tous les fils, il n'y a plus rien interdit. Soit on joue avec l'enfant, que certaines choses sont interdites. Il y a plein de choses qui sont des jouets, et il y en a une où c'est non, 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 non. Et il y a une façon de dire non, surtout de dire papa dit non, qui, si on le dit de façon un peu théâtrale et chaleureuse, le bébé le mange, l'incorpore comme un bonbon, comme de la vitamine. Et les bébés, après, font non, non, non. Alors, quelquefois, ils désobéissent, mais c'est très drôle. Ils regardent, ils vont vers l'objet interdit et ils font non, non, non. Mais c'est très important. Ils sont en train d'apprendre qu'il y a des choses qui sont des limites. Ce qui est très important aussi, c'est qu'une mère n'interdise pas en son nom à elle. Parce que sinon, c'est la guerre, c'est le duel. Quand une mère dit « tu ne touches pas ça », il touche. « Tu ne fais pas ça », il fait. Si maman triangule, c'est-à-dire qu'elle dit par exemple « tu sais très bien que papa ne veut pas qu'on touche au fil électrique ». Ah, c'est différent. C'est là l'ordre du monde symbolique qui s'instaure. Ce n'est plus... Le duel, c'est toujours duel, c'est 2. Quand il y a 3, mais il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit vraiment papa qui pense que non, on ne touche pas le fil de le computer, de l'ordinateur. À ce moment-là, le monde prend une forme. Et maman dit, moi non plus, je ne touche pas. Non, 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 papa veut pas. Alors, on me demande souvent, mais est-ce que c'est pas paternaliste, ça? Pourquoi ce serait les hommes qui interdiraient, pas la loi de la mère? Je dis parce que la mère a porté le bébé dans son ventre. En France, aujourd'hui, 2 femmes homosexuelles peuvent faire un enfant. Il y en aura une qui a porté le bébé. Celle qui portera l'interdit de la loi, c'est l'autre. Et ça fait triangulation. C'est pas celle qui a porté le bébé. Donc c'est pas un problème de paternalisme. Dans la majorité des familles, pour l'instant, il y a un père et une mère, c'est pas les pères qui portent les bébés. Donc c'est intéressant que ce soit eux qui disent non. Mais c'est pas maman qui dit « je vais faire venir papa pour qu'il te dise non ». Ça, non. À ce moment-là, c'est la loi de la mère plus la violence de papa pour elle. C'est pas la même chose. La loi du père, qui marche sur tous les enfants du monde, dans toutes les cultures, c'est quand maman dit « papa veut pas ». Mais c'est vraiment papa qui veut pas. Donc ça se triangule. Par exemple, l'enfant veut manger encore des bonbons ou des gâteaux. Maman peut dire aussi, le pédiatre va dire « Madame maman, vous n'êtes pas une bonne maman. Non, 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 on ne mange pas trop de gâteaux. » Mais ce n'est pas une guerre où maman arrache
le paquet de la main du bébé. Vous voyez, c'est l'ordre social du monde. Aucun de nous commande. Vous ne commandez pas, vous vous êtes levé ce matin parce que vous deviez venir nous interviewer. Moi, je ne commande pas, il fallait que je vienne à l'interview. Et parfois, on donne au bébé petit, à l'enfant petit, l'idée qu'on est des tyrans qui faisons ce qu'on veut. On commande. Non, on ne commande pas. Si on doit courir le matin pour aller à l'école, tu dois courir. C'est une chose. Si on dit, qu'est-ce qu'elle va dire la maîtresse à l'école? Madame, maman, vous êtes en retard. C'est un petit théâtre. Ah, donc maman doit respecter la loi de l'école. Donc il y a un monde avec des lois et même les adultes sont soumis à ça. À ce moment-là, les enfants ne protestent pas. Où est la place de la vérité dans la relation entre les enfants et les parents? Alors, je pense qu'effectivement, Myriam, hier, me faisait remarquer que quelquefois, les gens confondent tout dire et ne pas mentir. On n'est pas obligé de dire « Maman a déjà été mariée à un bébé d'1 an, elle a divorcé, son mari la tapait ». Il n'y a pas besoin de tout savoir. Il le saura peut-être un jour. Mais une autre chose, c'est de dire à un enfant « Ah, on va se promener quand on va au cinéma. Qu'on va travailler quand on va au cinéma. » On peut dire « Maman et papa te laissent avec grand-mère. Ils vont tous les deux au cinéma, en amoureux. » Oui, oui, oui. Ou bien, tu sais, si maman ne peut pas s'occuper de toi, là, c'est parce qu'elle est malade. On ment pas, on ne dit pas, par exemple, fatiguée. Les enfants ne comprennent pas qu'une maman malade, qui ne s'occupe pas d'eux, est fatiguée. Fatiguée est le mot qu'on leur dit quand on les met au lit. Ils sont tous les jours fatigués. Et quelquefois, on cache. Non, maman est malade. C'est pour ça qu'elle ne peut pas s'occuper de toi. Quand elle aura guéri, eh bien, elle s'occupera à nouveau de toi. Ou bien, maman a perdu son travail. Elle est triste et elle pleure. L'enfant pense que maman pleure parce que lui n'est pas gentil. On dit, non, toi, tu es très gentil, maman, elle pleure, et quelque chose qui s'appelle travail. C'est parce qu'elle a des soucis au travail qu'elle pleure. C'est pas toi, mon chéri. Toi, tu es très gentil. Donc ça, c'est des vérités, mais il n'y a pas besoin de raconter des énormes histoires, des mots simples qui permettent à l'enfant de comprendre qu'il n'est pas coupable, qu'on ne l'a pas abandonné, que c'est pas parce qu'on ne l'aime plus. On a évoqué là rapidement, et d'ailleurs les développements, tout ce que le développement du bébé, les psychologies du développement, bien sûr la psychanalyse, mais aussi le développement nous permettent de connaître ce qu'on sait maintenant du corps. Par exemple, pour donner un exemple, en France, dans les crèches, on n'assoit pas les enfants quand ils ne peuvent pas tenir assis. On ne les fait pas marcher. On sait qu'il faut qu'ils fassent du 4 pattes, que ce n'est pas grave s'ils marchent beaucoup plus tard, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'ils construisent leur corps. J'ai donné des conférences au Brésil dans l'hôpital le plus chic d'Amérique du Sud. C'est aussi bon que le meilleur hôpital de Boston ou de New York. Les pédiatres savent faire des opérations cardiaques, orthopédiques, aussi bien que les meilleurs spécialistes des États-Unis. Ils ne savaient pas qu'on n'assoit pas un enfant, qu'on ne le fait pas marcher, que ce qui est important, c'est qu'il construise son corps, et ce corps va se construire en faisant du 4 pattes, et que tout ça permettra qu'il ne soit pas hyperactif. Ils ne savaient pas. Donc il y a énormément de choses qu'on sait depuis 20 ans, qui serait très bien que les spécialistes apprennent, en particulier sur le développement corporel du bébé.